Par un matin glacial de mars 1835, dans le petit village de Rjukan, en Norvège, le fermier Lars Ødegård marchait sur le sentier enneigé qui menait à sa propriété, quand il remarqua quelque chose d'étrange. De la fumée s'échappait des cheminées des maisons voisines, des enfants jouaient dans la neige, mais de la cabane de la famille Henriksen, pas le moindre son ne parvenait. Aucun mouvement, aucun signe de vie. Et cela durait depuis 20 ans. 20 ans depuis que Björn Henriksen, sa femme Ingrid, et leurs 3 enfants avaient simplement disparu sans laisser de traces. 20 ans depuis que les autorités locales avaient fouillé chaque recoin des forêts environnantes, chaque grotte dans les montagnes, chaque cachette possible. 20 ans depuis que la communauté s'était réunie, avait prié, pleuré, et finalement accepté que cette famille avait été engloutie par la nature impitoyable de la Scandinavie. Mais ce matin de 1835, Lars Ødegård était sur le point de faire une découverte qui allait défier tout ce que la science comprenait de la biologie humaine. Quand Lars força la porte de la vieille cabane des Henriksen, s'attendant à trouver seulement des meubles recouverts de poussière et les souvenirs d'une famille perdue, ce que ses yeux virent le laissa paralysé. Là, éparpillés dans la pièce principale comme s'ils s'étaient simplement endormis au milieu de leurs activités quotidiennes, se trouvaient les 5 membres de la famille Henriksen. Björn était assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Ingrid était allongée sur le canapé, un livre encore ouvert sur sa poitrine. Les 3 enfants étaient là par terre, dans des positions qui suggéraient qu'ils avaient joué quelques instants auparavant. Et ils dormaient tous, pas morts, pas décomposés, pas transformés en squelettes recouverts de mousse et de toiles d'araignée. Ils dormaient. Leur poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Leur peau, bien que pâle, conservait une texture qui semblait impossible après 2 décennies d'exposition au temps. Quand Lars toucha la main de Björn, elle était tiède. Pas chaude comme celle d'une personne éveillée, mais pas froide comme celle d'un cadavre non plus. Lars sortit en courant de la cabane, hurlant à l'aide. En quelques minutes, une demi-douzaine de voisins se pressaient autour de cette scène impossible. En 1 heure, le médecin du village, le docteur Henrik Andersen, avait été appelé. En 3 heures, les autorités d'Oslo étaient avisées. Et en 1 semaine, la découverte de la famille Henriksen, qui avait hiberné pendant 20 ans, deviendrait l'un des cas les plus documentés et les plus impossibles de l'histoire médicale du XIXe siècle. Le docteur Andersen, diplômé de l'université de Copenhague et considéré comme l'un des esprits médicaux les plus brillants de Norvège, mena le premier examen détaillé. Ses notes, conservées à ce jour dans les archives médicales d'Oslo, décrivent une série d'observations qui défient toute explication rationnelle. La température corporelle de la famille était d'environ 28 degrés Celsius. Non pas les 37 normaux d'un être humain en bonne santé, mais loin aussi des 15 ou 20 degrés qui indiqueraient une hypothermie sévère. Les pulsations étaient détectables, mais extrêmement lentes, environ 8 battements par minute. La respiration était presque imperceptible, environ 2 inspirations par minute. Les yeux, quand Andersen souleva délicatement les paupières de Björn, ne montraient aucun signe de décomposition ou d'opacité. Les pupilles réagissaient lentement à la lumière, se contractant de manière presque imperceptible. Mais la découverte la plus troublante concernait l'état physique général des corps. Björn Henriksen avait 35 ans quand il disparut en 1815. S'il était vivant en 1835, il aurait dû avoir 55 ans. Mais l'homme que le docteur Andersen examinait semblait avoir 40 ans au maximum. Les rides autour des yeux, la texture de la peau, la densité des cheveux, tout suggérait que le processus de vieillissement avait été considérablement ralenti, voire complètement interrompu. Ingrid, qui avait 32 ans au moment de la disparition, semblait avoir la fin de la trentaine. Les enfants présentaient le paradoxe le plus choquant de tous. Eric, le fils aîné, avait disparu à l'âge de 12 ans. Or, en 1835, il aurait dû en avoir 32. Mais le garçon qui gisait endormi sur le sol de la cabane semblait avoir 15 ou 16 ans au maximum. Christine et Thomas, qui avaient respectivement 10 et 7 ans lorsque la famille a disparu, semblaient être des adolescents de 13 et 10 ans. C'était comme si le temps avait passé pour eux, mais au ralenti. Comme si 20 années calendaires avaient équivalu à seulement 3 ou 4 ans dans leur corps. Le docteur Andersen savait qu'il était face à quelque chose que la médecine ne pouvait expliquer. Les êtres humains n'entrent pas en hibernation. Nous n'avons tout simplement pas la biologie nécessaire pour cela. Les ours peuvent réduire leur métabolisme, abaisser leur température corporelle et survivre des mois sans nourriture ni eau. Mais même les ours ne peuvent pas hiberner pendant 20 ans.
et même les ours vieillissent pendant l'hibernation. Mais là se trouvait une famille entière, dont la disparition avait été documentée il y a exactement 20 ans, dormant comme si elle avait simplement fait une sieste l'après-midi. Et le plus perturbant, comme si le temps avait oublié de progresser normalement dans leur corps. Les tentatives de réveiller la famille commencèrent immédiatement. Le docteur Andersen et son équipe tentèrent de tout. Ils leur parlèrent, leur touchèrent le visage, les épaules. Ils placèrent de puissants sels aromatiques sous leurs narines. Ils exposèrent leur visage à la forte lumière du soleil. Rien ne fonctionna. Les membres de la famille Henriksen restaient dans leur état de sommeil profond, complètement insensibles à tout stimulus externe. Pendant 3 jours, médecins, autorités et curieux affluèrent de toute la Norvège pour assister à l'impossible. L'évêque d'Oslo arriva le 2e jour et dirigea des prières à côté des corps endormis, déclarant qu'il était face à un miracle que seul Dieu pouvait expliquer. Des scientifiques de l'université de Copenhague arrivèrent le 3e jour avec des instruments de mesure, déterminés à trouver une explication rationnelle. Et ce fut le 3e jour que l'impossible devint encore plus impossible. Au matin du 14 mars 1835, à 6h20, Bjørn Henriksen ouvrit les yeux. Les témoins présents à ce moment, y compris le docteur Andersen, le révérend local pasteur Johan Olsen et 3 autorités d'Oslo, décrivirent une scène tout droit sortie d'un conte de fées. Bjørn cligna des yeux plusieurs fois, comme quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond. Il regarda autour de la pièce, vit les visages inconnus qu'il observait, et posa une simple question en vieux norvégien. « Combien de temps ai-je dormi ?» Dans les minutes qui suivirent, Ingrid se réveilla, puis Eric, puis Christine et Thomas. Un par un, les membres de la famille Henriksen reprirent conscience, confus, désorientés, mais vivants. Et tous posèrent la même question. Combien de temps s'était écoulé? Pourquoi y avait-il tant d'étrangers dans leur maison? Où étaient leurs voisins, leurs outils, leur vie? Lorsque le docteur Andersen informa Bjørn que 20 ans s'étaient écoulés depuis ce jour d'automne 1815 où la famille avait disparu, la réaction fut une totale incrédulité. Bjørn insista que c'était impossible. Il se souvenait clairement de la veille. Il avait travaillé au champ le matin. Il avait déjeuné avec la famille. Les enfants avaient joué. Ingrid avait cousu. Il s'était assis dans son fauteuil pour se reposer quelques minutes avant le dîner. Et puis, il s'était endormi. Il n'y avait aucun souvenir de 20 ans. Aucune mémoire d'un événement traumatisant, d'une maladie, de quelque chose d'inhabituel. Juste la sensation de s'être endormi l'après-midi d'un jour ordinaire et de se réveiller entouré d'étrangers qui insistaient que des décennies s'étaient écoulées. Les entretiens menés par les autorités les jours suivants révélèrent le même schéma chez les 5 membres de la famille. Aucun d'eux n'avait le moindre souvenir de la période entre 1815 et 1835. Pour eux, il n'y avait pas de lacune. Il n'y avait que le moment avant de dormir et le moment du réveil. Comme si 20 ans n'avaient tout simplement pas existé. Mais les calendriers ne mentent pas. Les registres officiels de disparition étaient archivés. Les témoins qui avaient cherché la famille en 1815 étaient encore vivants, désormais 20 ans plus âgés, et confirmaient chaque détail. L'apparence des voisins elles-mêmes avait changé de manière spectaculaire. Des visages jeunes, en 1815, montraient maintenant des rides. Des cheveux foncés étaient maintenant gris. Et la cabane où la famille fut trouvée racontait sa propre histoire. 20 hivers y avaient laissé leurs marques. Fenêtres brisées par l'expansion de la glace. Toits endommagés par la neige accumulée. Bois pourris par l'humidité. La nature avait envahi cet espace, transformant ce qui aurait dû être une maison habitable en une structure semi-abandonnée. Comment une famille a-t-elle survécu 20 ans dans un tel environnement? Sans nourriture, à part ce qui se trouvait peut-être dans le garde-manger le jour de la disparition, et qui avait certainement pourri en quelques semaines. Sans eau courante, dans une région où les ruisseaux gèlent en hiver. Sans chauffage adéquat, dans un pays où les températures hivernales peuvent chuter à 20 degrés en dessous de zéro. Chaque question en générait 10 autres. Chaque réponse révélait de nouveaux impossibles. Le docteur Andersen mena des examens détaillés les jours suivant le réveil. La santé générale de la famille était étonnamment bonne. Il n'y avait aucun signe de malnutrition sévère, bien que tous fussent plus minces que la normale. Il n'y avait aucun signe de gelure, malgré les conditions de la cabane. Il n'y avait pas d'ulcère de pression, qui aurait été inévitable chez des corps restés immobiles si longtemps. Il n'y avait pas d'atrophie musculaire significative, bien qu'une certaine faiblesse fût attendue. C'était comme si leur corps avait été préservé dans un état d'animation suspendue presque parfaite. Pas complètement statique,
comme en témoigne le léger vieillissement survenu, mais drastiquement ralenti d'une manière que la biologie humaine ne permet tout simplement pas. La communauté scientifique de l'époque réagit avec un mélange de fascination et de scepticisme. Des lettres furent échangées entre les principales universités européennes. Des médecins de Londres, Paris, Berlin, Vienne, tous voulaient examiner la famille Henriksen. Tous voulaient comprendre comment cela était possible. Mais personne n'y parvenait. Parce que ce n'était pas possible. Du moins pas selon tout ce que la science médicale comprenait de la physiologie humaine. Les humains ont besoin de nourriture. Sans aliments, le corps consomme ses propres réserves de graisse et de muscles, entraînant la mort par inanition en 60 jours environ. Les humains ont besoin d'eau. Sans hydratation, la mort survient en 3 à 5 jours. Les humains doivent maintenir une température corporelle minimale. Une hypothermie sévère entraîne la mort en heures, pas en années. Et même si tous ces problèmes pouvaient être d'une manière ou d'une autre contournés, il resterait la question du vieillissement. Le corps humain vieillit continuellement. Les cellules se divisent, les télomères raccourcissent, les dommages s'accumulent. Un corps qui reste immobile pendant 20 ans ne vieillit pas plus lentement. En fait, l'immobilité accélère de nombreux processus de dégradation. Mais la famille Henriksen défiait toutes ces règles. Ils avaient survécu 20 ans sans nourriture adéquate, sans eau courante, dans un environnement hostile, et leur corps n'avait vieilli qu'une fraction de ce qu'ils auraient dû. C'était biologiquement impossible, physiquement impossible, scientifiquement impossible, et complètement documenté. Les registres officiels de 1835 ne laissent aucune place au doute. De multiples témoins indépendants ont confirmé chaque aspect de la découverte. Le docteur Andersen, un médecin respecté sans antécédent de sensationnalisme ou de fraude, a tout documenté méticuleusement. Les autorités d'Oslo, sceptiques par nature et formées à l'investigation des fraudes, ont mené leur propre vérification et n'ont trouvé aucune preuve de tromperie. La famille Henriksen avait réellement disparu en 1815. Elle avait réellement été retrouvée endormie en 1835. Elle s'était réellement réveillée, 20 ans plus âgée selon le calendrier, mais seulement quelques années de plus biologiquement. Alors, comment l'expliquer? Comment concilier une documentation solide avec l'impossibilité scientifique? Comment accepter que quelque chose se soit produit, alors que la biologie dit que cela n'aurait pas pu arriver? Dans les jours qui ont suivi le réveil, les enquêteurs ont commencé à chercher des réponses. 5 théories principales ont émergé, chacune tentant d'expliquer l'inexplicable. Des médecins ont proposé des états d'hibernation humaine jamais documentés auparavant. D'autres ont suggéré des conditions cataleptiques de masse. Certains ont spéculé sur des phénomènes métaboliques inconnus de la science. Des sceptiques ont soulevé des possibilités alternatives. Et si la famille n'avait jamais vraiment disparu? Et si elle avait vécu cachée quelque part pendant 20 ans et avait mis en scène la découverte? Et si toute la narration était une méprise, une erreur de documentation, une hallucination collective? Mais chaque théorie, examinée de près, révélait des problèmes fatals. Les explications biologiques se heurtaient à des limites scientifiques bien établies. Les explications alternatives ne parvenaient pas à concilier les preuves physiques et les multiples témoignages. Pour comprendre pourquoi chaque théorie qui a tenté d'expliquer cette affaire a finalement échoué, pour comprendre pourquoi cette découverte demeure l'un des mystères médicaux les plus troublants jamais documentés, nous devons faire quelque chose que les enquêteurs de 1835 n'ont pas pu faire correctement. Nous devons reconstruire la chronologie complète. Nous devons examiner chaque phase de la disparition, de l'absence, de la découverte, avec une attention méticuleuse à chaque détail qui rend l'explication rationnelle de plus en plus lointaine. Ces 5 théories tentèrent d'expliquer le même paradoxe. Une famille entière disparaissant sans laisser de traces et réapparaissant 2 décennies plus tard, apparemment endormie. Mais avant d'examiner pourquoi chaque explication échoue, nous devons comprendre comment les circonstances deviennent encore plus impossibles lorsque nous observons la chronologie avec précision. Car il y a quelque chose de profondément troublant dans la chronologie de cette affaire. Chaque phase contient des contradictions qui rendent toute explication rationnelle de plus en plus lointaine. Reconstruisons exactement ce que nous savons, quand nous le savons, et pourquoi chaque détail rend le mystère mathématiquement impossible. La famille Beaumont menait une vie tout à fait ordinaire dans la région rurale du Périgord, en France. C'était en septembre 1815. François Beaumont, un forgeron de 42 ans, vivait avec son épouse Marguerite, 38 ans, et leurs 3 enfants, Marie, 16 ans, Jules, 12 ans, et Isabelle, âgée de seulement 7 ans. Les registres paroissiaux montrent une famille travailleuse, religieuse,
sans dette ni conflit. Le matin du 23 septembre 1815, tout était absolument normal. François travaillait dans son atelier. Madame Renaud a vu Marguerite étendre le linge. Monsieur Leclerc a vendu du pain à Marie cet après-midi-là. Jusqu'à ce moment. Cette nuit-là, la famille a simplement disparu. Il n'y a pas eu de cris. Il n'y a pas eu de signe de lutte. Le lendemain matin, Madame Davies a remarqué qu'il n'y avait pas de fumée dans la cheminée des Winters. La porte était verrouillée de l'intérieur. Lorsque le constable a forcé l'entrée, il a trouvé la maison en parfait ordre. Assiette propre, vêtements pliés, cheminée froide avec du bois rangé à côté, les lits intacts. Et toute la famille avait disparu. Première impossibilité. Comment 5 personnes disparaissent-elles d'une maison verrouillée de l'intérieur sans laisser absolument aucune trace? Les recherches ont commencé immédiatement. Le constable Porter a organisé des groupes qui ont fouillé les champs, les forêts, les villages voisins. Pendant 3 semaines, des affiches ont été placardées dans un rayon de 30 km. Toute la communauté était mobilisée. 0 trace. 0 indice. Deuxième impossibilité. En 1815, dans une région rurale peuplée, comment 5 personnes disparaissent-elles sans que personne ne les voie partir? 2 adultes et 3 enfants. Quelqu'un aurait dû voir quelque chose. Après 1 mois, l'affaire a été enregistrée comme une disparition inexpliquée. L'atelier a été scellé. La maison est restée vide. Et puis ont commencé 20 ans de silence absolu. 240 mois. 7300 jours sans un seul rapport confirmé. Aucune lettre. Aucun message. Aucune rumeur vérifiable. De 1815 à 1835, la France a connu d'énormes transformations. Le retour de Napoléon depuis Sainte-Hélène a marqué les esprits. 3 monarques ont régné. La Restauration a restauré puis transformé les villes entières. Et pendant ces 2 décennies, 5 personnes n'ont tout simplement existé nulle part. Troisième impossibilité. Comment des êtres humains survivent-ils 20 ans sans interagir avec absolument personne, sans acheter de nourriture, sans apparaître dans les registres? Et puis, le 12 août 1835, tout a changé. Robert Deschamps, un fermier, cherchait des moutons perdus aux environs de Périgueux, à 25 km au nord du Périgord. Vers 3 heures de l'après-midi, il s'est approché d'une petite grotte naturelle qu'il connaissait depuis l'enfance, et il les a trouvés. Toute la famille Beaumont était là, apparemment endormie. Deschamps a décrit au magistrat local. François était allongé, un bras autour d'Isabelle. Marguerite à côté, une main tendue touchant Marie. Jules recroquevillé en position fétale. Tous les yeux fermés, absolument immobile. Deschamps pensa avoir devant lui 5 cadavres. Il s'approche, s'attendant à l'odeur de décomposition. Mais il n'y a pas d'odeur. Aucun signe de dégradation. Il touche l'épaule de François. C'était chaud. 4e impossibilité. Le corps humain ne survit pas 20 ans sans nourriture, sans eau, exposé aux éléments dans une grotte non protégée. Deschamps court chercher de l'aide. Il revient avec le docteur Édouard d'Argent et 2 gendarmes. La famille est toujours exactement dans la même position. Le docteur d'Argent fait une évaluation déconcertante. Ses notes, conservées dans les archives de Périgueux, révèlent sa confusion. Température corporelle légèrement inférieure à la normale, mais pas d'hypothermie fatale. Pouls détectable mais extrêmement faible, 15 battements par minute. Respiration presque imperceptible, 1 ou 2 par minute. Et le détail qui lui fait douter de sa santé mentale, en examinant les paupières de François, il remarque un mouvement oculaire rapide. Sommeil paradoxal profond. Il n'était pas mort. Il n'était pas dans un coma traditionnel. Il dormait réellement. Le docteur d'Argent tente de les réveiller avec une voix forte, en les secouant par les épaules, avec des compresses froides, des substances à forte odeur et même des pincements. Aucune réaction. La famille est transportée à l'infirmerie de Périgueux. Le docteur d'Argent remarque un autre détail troublant. La peau a une texture étrange, légèrement sèche, mais pas déshydratée au degré attendu. Les vêtements sales, mais pas complètement détériorés comme ils devraient l'être après 20 ans. Le docteur Vincent Dufour, de Bordeaux, spécialiste des conditions neurologiques rares, se déplace pour les examiner. Ses conclusions approfondissent le mystère. La musculature était atrophiée, mais pas de manière catastrophique. Les cheveux et les ongles avaient à pousser, mais pas 20 ans de croissance. Peut-être 6 mois à 1 an. La dentition montrait de l'usure, mais pas de 2 décennies. C'était comme si le temps s'était écoulé à un rythme drastiquement ralenti. 6 jours après avoir été retrouvé, François Beaumont ouvre les yeux. Il était confus,
désorienté, mais conscient. Quand on lui demande la date, il dit « Septembre 1815 ». Quand on l'informe que c'est août 1835, il ne le croit tout simplement pas. Il insiste sur le fait qu'il a dormi une nuit. Il ne comprend pas pourquoi il se trouve dans une infirmerie entourée de médecins inconnus. Au cours des 48 heures suivantes, les autres se réveillent. Marguerite, Marie, Jules, Isabelle. Tous avec la même désorientation. Tous insistant sur le fait que c'était septembre 1815. Tous sans souvenir des 20 années écoulées. 5e impossibilité. Les souvenirs humains ne disparaissent pas en bloc parfait de 2 décennies. Une amnésie aussi sélective et mathématiquement précise défie toute logique. Le docteur Dufour interroge chaque membre séparément pendant des semaines. Il cherche des incohérences, des signes de coordination. Il ne trouve rien. Ses conclusions, publiées dans la Gazette médicale de France en octobre 1835, reconnaissent que le cas défie toute compréhension médicale. Et le lieu ne fait qu'approfondir l'énigme. La grotte ne révèle aucune preuve d'habitation prolongée. Pas de réserve de nourriture. Pas de source d'eau. Pas de signe de feu de camp ou d'abri permanent. Plus troublant, la grotte n'était pas isolée. Des fermiers locaux y passaient régulièrement pendant 20 ans. Robert Ashford en vérifiait l'intérieur occasionnellement à la recherche de moutons. Comment 5 personnes ont-elles occupé cet espace pendant 2 décennies sans être vues? Comment ont-elles survécu à l'hiver brutal de 1816, l'année sans été après l'éruption du Tambora? Comment ont-elles résisté à 20 ans de conditions climatiques? 6e impossibilité. La localisation et les conditions de la grotte rendent la survie prolongée physiquement inviable. Mais le détail le plus troublant est découvert lorsque les enquêteurs comparent l'apparence physique de la famille en 1835 avec les descriptions de 1815. François devrait avoir 62 ans. Il en paraît 45. Marguerite devrait avoir 58 ans. Elle en paraît une quarantaine. Marie devrait avoir 36 ans. Elle semble avoir la vingtaine. Ils avaient vieilli, sans aucun doute. Mais pas de 20 ans. Au maximum 5 à 7 ans, selon de multiples évaluations médicales. 7e impossibilité. Le vieillissement humain ne peut être ralenti de la sorte sans des processus métaboliques que la science de 1835 ne connaissait pas et que la science moderne considère encore impossibles. Donc, quand nous mettons la chronologie complète côte à côte, nous avons phase 1, vie normale, documentée jusqu'au 23 septembre 1815. Phase 2, disparition instantanée d'une maison fermée à clé, sans témoin, malgré des recherches approfondies. Phase 3, 20 ans d'inexistence sociale complète, sans un seul signalement confirmé. Phase 4, découverte en sommeil profond dans une grotte sans provision, à 25 km du point d'origine. Phase 5, examen médical révélant des fonctions corporelles minimales mais présentes, des signes vitaux extrêmement réduits mais détectables. Phase 6, réveil graduel sur une semaine, avec amnésie totale, des 20 années écoulées. Phase 7, vieillissement physique de seulement 5 à 7 ans, malgré 2 décennies chronologiques. Chaque phase isolément serait déjà difficile à expliquer. Mais toutes ensemble forment un modèle d'impossibilité qui défie non pas un, mais tous les domaines de la science simultanément. La biologie n'explique pas la survie sans nourriture ni eau. La physique n'explique pas la préservation corporelle sans dégradation. La médecine n'explique pas un sommeil de 20 ans sans dommages cérébraux. La géographie n'explique pas comment ils ont occupé un espace connu sans être vus. La psychologie n'explique pas une amnésie coordonnée entre 5 personnes. Lorsque les enquêteurs ont proposé des théories, chacune a rencontré au moins 3 impossibilités simultanées. L'hibernation humaine n'expliquait pas l'absence de graisse corporelle, ni la préparation physiologique. La catalepsie collective n'expliquait pas une durée sans précédent, ni l'absence de déclencheur médical. Un refuge secret n'expliquait pas pourquoi revenir 20 ans plus tard sans gain apparent. Nous n'essayons pas d'expliquer un événement impossible. Nous essayons d'expliquer cet événement impossible enchaîné dans une séquence exponentiellement inexplicable. Cela a conduit les médecins victoriens à se demander si les phénomènes biologiques connus ne peuvent l'expliquer, peut-être existait-il des phénomènes encore inconnus de la science. Tandis que la poussière retombait sur les possibilités surnaturelles, une nouvelle génération d'enquêteurs s'est tournée vers la science. Si la famille était réellement restée immobile pendant 20 ans, la réponse ne résidait peut-être pas dans le domaine mystique, mais dans les mystères inexplorés de la biologie humaine. En 1835, la médecine était encore une science jeune, regorgeant de phénomènes qui défiaient la compréhension.
Le corps humain pourrait-il abriter des capacités endormies, des processus métaboliques inconnus capables de suspendre la vie pendant des décennies? La première théorie à gagner du terrain parmi les médecins de l'époque se centrait sur un phénomène observé dans le règne animal, l'hibernation. Le docteur Pierre Laurier, professeur de physiologie à l'université de Montpellier, a présenté son hypothèse en avril 1835. Considérez les ours, écrivit-il dans sa correspondance avec l'Académie de médecine de Paris. Ils entrent en léthargie pendant des mois, leur cœur passant de 80 battements par minute à seulement 8. Leur métabolisme ralentit à un rythme qui semble impossible. Si un ours peut faire cela pendant 6 mois, qui peut affirmer avec certitude que les humains ne possèdent pas une capacité latente similaire? La logique paraissait séduisante. Les mammifères en hibernation présentaient une réduction métabolique allant jusqu'à 95%. Leur température corporelle chutait. Leur consommation d'oxygène diminuait drastiquement. Les fonctions cérébrales devenaient presque indétectables. Le docteur Laurier a souligné des cas documentés de personnes retrouvées apparemment mortes dans la neige profonde, pour être ranimées quelques heures plus tard. La médecine connaît des exemples de suspension métabolique temporaire chez les humains, a-t-il argué. Peut-être cette famille a-t-elle expérimenté une version amplifiée de ce mécanisme de survie. La théorie a gagné en force lorsque d'autres médecins ont commencé à apporter des observations. Le docteur Auguste Reynaud, de Paris, a rapporté le cas d'un mineur enseveli pendant 17 jours qui a survécu dans un état catatonique, son métabolisme apparemment réduit au minimum nécessaire. Le corps humain possède des réserves d'adaptation que nous commençons à peine à comprendre, a-t-il déclaré. Dans des conditions extrêmes, des mécanismes primitifs peuvent comme se réactiver. Mais alors les problèmes ont commencé à apparaître. Le docteur Maurice Renaud, anatomiste à l'Académie française, a publié une réfutation dévastatrice en juin 1835. La proposition du docteur Laurier ignore des différences biologiques fondamentales, a-t-il écrit. Les mammifères hibernants possèdent un tissu adipeux brun spécialisé, absent chez les humains. Ils accumulent des réserves de graisse équivalentes à 50% de leur poids corporel. Leurs systèmes cardiovasculaires ont évolué pour supporter une bradycardie extrême. Aucune de ces adaptations n'existe dans la physiologie humaine. Renaud fut implacable dans son analyse. Il calcula que même avec un métabolisme réduit de 90%, un adulte humain nécessiterait encore environ 200 calories quotidiennes. Sur 20 ans, cela totalisait 1 400 000 calories, équivalent à 600 kg de graisse corporelle. À moins que chaque membre de la famille ne soit morbidement obèse, observa-t-il sèchement, les mathématiques de base rendent l'hibernation impossible. Plus dévastateur encore, il a soulevé la question de la durée. Le record documenté d'hypothermie thérapeutique chez l'homme était de 72 heures. Même les cas les plus extrêmes de coma hypothermique n'excéderont pas quelques semaines. Suggérer que des humains pourraient hiberner pendant 20 ans, écrivit Renaud, est aussi scientifique que de suggérer qu'ils pourraient voler en battant des bras. Les médecins de l'époque furent presque unanimement d'accord. Le docteur Laurier tenta de défendre sa théorie, proposant que toute la famille avait peut-être partagé une mutation génétique rare. Mais lorsqu'on le pressa d'expliquer comment une telle mutation aurait pu apparaître simultanément chez de multiples individus, génétiquement non apparentés, puisque la famille comprenait des membres par mariage, il n'eut pas de réponse. La théorie de l'hibernation s'effondrant, l'attention se tourna vers un phénomène médical encore plus mystérieux, la catalepsie. Le docteur Émile Dubois, neurologue français, présenta cette alternative en juillet 1835. La catalepsie est bien documentée, argua-t-il devant l'Académie de médecine à Paris. Les patients entrent dans un état de rigidité musculaire complète, conservant toute position dans laquelle ils sont placés. Leur respiration devient imperceptible, le pouls presque indétectable. Pour les observateurs inexpérimentés, ils semblent morts. Dubois présenta des cas impressionnants. Une jeune femme à Lyon était restée cataleptique pendant 17 jours en 1822. Un homme à Marseille, victime d'un traumatisme sévère, passa 40 jours en transe cataleptique. Si des individus isolés peuvent expérimenter la catalepsie pendant des semaines, raisonna Dubois, peut-être des conditions uniques peuvent-elles induire un état cataleptique collectif d'une durée extraordinaire. La théorie avait un attrait superficiel. La catalepsie était réelle, documentée, observable. Contrairement à l'hibernation, elle ne nécessitait pas de changements métaboliques impossibles. Le corps se figeait simplement, suspendu entre conscience et inconscience, maintenant des fonctions vitales minimales, tout en restant immobile.
Mais le docteur Benoît Vasseur, de Lyon, anéantit cet espoir par une analyse méticuleuse. Observez les cas que le docteur Dubois présente, écrivit-il en août 1835. 17 jours. 40 jours. Ce sont les durées maximales documentées, et tous ces patients ont reçu des soins médicaux intensifs, hydratation forcée, nutrition minimale, surveillance constante. Vasseur poursuivit son implacable démolition. La catalepsie ne suspend pas les besoins biologiques fondamentaux. Les muscles immobiles s'atrophient en quelques jours. La peau soumise à une pression constante développe des ulcères de décubitus en quelques heures. Un système circulatoire sans mouvement génère des caillots qui causent une thrombose. Et fondamentalement, un corps cataleptique a toujours besoin d'eau. Sans hydratation, la mort survient en 3 à 5 jours, pas 20 ans. Il défia directement Dubois. Montrez-moi un seul cas documenté de catalepsie durant plus de 6 semaines. Un seul cas. Vous ne le pouvez pas, car cela n'existe pas. La communauté médicale observa en silence tandis que Dubois peinait à répondre. Il proposa que la famille ait peut-être développé un mécanisme d'auto-hydratation. Mais même lui sembla gêné par la faiblesse de son argument. Le coup de grâce vint du docteur Camille Brissard, une médecin française rarement reconnue à l'époque, mais dont la logique était irréfutable. « Messieurs, écrivit-elle à la Revue médicale française, vous ignorez l'évidence. La catalepsie affecte des individus, pas des groupes. Il n'existe aucun mécanisme connu par lequel un état cataleptique pourrait se transférer entre personnes comme une maladie contagieuse. Suggérer qu'une famille entière entrerait simultanément en catalepsie profonde, restant synchronisée pendant des décennies, c'est abandonner la science au profit de la fantaisie. » Ces paroles résonnèrent au sein de la communauté médicale européenne. La théorie de la catalepsie collective, si prometteuse quelques semaines auparavant, s'effondra sous l'examen scientifique. Désespérés, certains médecins eurent recours à la spéculation la plus audacieuse. Peut-être que la science de 1835 n'avait simplement pas encore découvert tous les phénomènes biologiques possibles. Le docteur Joseph Bérard, travaillant à Marseille, proposa l'existence d'un état métabolique latent, encore non identifié par la médecine. Considérez combien de processus biologiques étaient inconnus il y a seulement 50 ans, argua-t-il en septembre 1835. La circulation sanguine était une théorie controversée au XVIIe siècle. La vaccination était de la sorcellerie avant Jenner. Qui peut dire avec certitude qu'il n'existe pas de mécanisme physiologique que la science n'a pas encore classifié? Un état où le corps entre en suspension profonde, maintenu par des processus que notre instrumentation actuelle ne peut détecter. C'était un argument tentant. La médecine progressait en effet rapidement. De nouvelles découvertes émergeaient constamment. Peut-être la réponse résidait-elle non pas dans les limites de la biologie connue, mais au-delà, attendant une future découverte. Mais le docteur Frédéric Chevalier, rédacteur en chef de la Revue scientifique française, récemment fondée et critique féroce de la pseudo-science médicale, démolit cette dernière espérance avec une brutalité caractéristique. Le docteur Bérard nous demande d'accepter la magie travestie en science, publia-t-il en octobre 1835. Sa théorie est parfaitement non falsifiable, pratique, car elle ne peut ainsi pas être réfutée, mais elle ne peut pas non plus être testée, vérifiée ou utilisée pour faire des prédictions. Ce n'est pas une hypothèse scientifique, c'est de la spéculation fantaisiste. Chevalier continua, implacable. La science progresse par l'évidence observable, l'expérimentation reproductible, les prédictions testables. Proposer des phénomènes encore non découverts pour expliquer des événements impossibles n'est pas de la science. C'est un aveu de défaite intellectuelle. Si nous acceptons cette logique, nous pouvons expliquer n'importe quel absurde en invoquant des processus magiques que la science est censée découvrir demain. Il lança un défi direct. Montrez-moi un fragment de preuve. Une seule expérience. Une observation reproductible. Autre chose que il existe peut-être quelque chose que nous ne connaissons pas. Jusqu'à ce que vous le fassiez, cette théorie mérite le même respect scientifique que les dragons et les licornes. La communauté médicale dut s'incliner. Sans preuve, sans mécanisme testable, sans précédent observable, la théorie du phénomène métabolique inconnu n'était rien de plus qu'une fantaisie élaborée. Un par un, chaque piste biologique menait à une impasse. Hibernation. Impossible. Les humains manquent de la physiologie nécessaire, et la mathématique calorique ne fonctionne pas. Catalepsie? Insoutenable. La durée maximale documentée est de quelques semaines, pas des décennies, et elle nécessite toujours une hydratation. Processus métaboliques inconnus? Non falsifiables. La spéculation sans preuve n'est pas de la science.
Le docteur Gérald Fontaine résuma le consensus médical en novembre 1835. Nous avons examiné toutes les possibilités biologiques concevables. Nous avons considéré l'hibernation, la catalepsie, les états de transe, la suspension métabolique et même des phénomènes encore non découverts. Toutes les voies biologiques ont mené à la même conclusion inévitable. Le corps humain ne peut pas rester immobile et vivant pendant 20 ans. La biologie n'offre aucune explication à ce mystère. La frustration parmi les enquêteurs était palpable. Ils avaient rejeté les explications surnaturelles comme de la superstition. Mais maintenant la science, si prometteuse au départ, avait elle aussi échoué. Les théories médicales les plus avancées de l'époque, proposées par les esprits les plus brillants d'Europe, s'étaient désintégrées sous une analyse rigoureuse. Si la réponse ne se trouvait ni dans les esprits, ni dans les âmes, ni dans les processus biologiques, où d'autres pouvaient-ils chercher? La famille était restée immobile. C'était indiscutable. Des témoins l'avaient vu. La documentation le confirmait. Mais chaque explication basée sur la science connue s'évaporait face à la réalité physique de la situation. C'était comme si l'univers présentait une énigme délibérément insoluble. Quelque chose d'impossible s'était produit. La science disait que cela ne pouvait pas arriver. Mais c'est arrivé. Ce paradoxe allait pousser la prochaine vague de chercheurs dans des directions encore plus non conventionnelles, cherchant des réponses dans des territoires que la médecine traditionnelle n'aurait jamais envisagés. Car si le corps humain ne pouvait pas le faire naturellement, et que les forces surnaturelles étaient écartées comme de la superstition, il ne restait qu'une seule possibilité troublante. Peut-être que la famille n'était pas réellement vivante pendant ces 20 ans. Peut-être la réponse résidait-elle non pas dans la façon dont ils étaient là restés en vie, mais dans la façon dont ils avaient semblé vivants, alors qu'ils ne l'étaient pas. Les théories médicales s'épuisaient en explications de plus en plus désespérées, chacune s'effondrant sous le poids des preuves contradictoires. Si la biologie humaine ne pouvait pas expliquer 20 ans de sommeil ininterrompu, peut-être la prémisse fondamentale était-elle erronée. Peut-être la famille n'avait-elle jamais vraiment hiberné. Et c'est ce qui a poussé les enquêteurs à considérer des scénarios alternatifs, des explications qui défiaient non pas la science, mais le récit lui-même. Deux théories provocatrices ont émergé, chacune suggérant que l'affaire de 1835 n'était pas un mystère biologique, mais quelque chose de bien plus troublant. La première théorie était simple et dévastatrice. La famille n'avait jamais hiberné. Ils s'étaient simplement cachés délibérément pendant 20 années entières. Pensez à la possibilité. Une famille disparaît sans laisser de traces. 2 décennies plus tard, on les retrouve endormis à l'endroit exact où ils avaient été cherchés à maintes reprises. Et si toute cette découverte spectaculaire n'était qu'une pièce de théâtre soigneusement mise en scène? La théorie du sanctuaire secret a gagné en crédibilité pour des raisons convaincantes. Premièrement, l'emplacement était techniquement habitable. Les analyses ont révélé un accès à de l'eau souterraine et à des grottes naturelles qui auraient pu abriter des occupants pendant de longues périodes. Pas confortable, mais possible. Deuxièmement, la famille avait des raisons de disparaître. Les registres de 1815 faisaient état de tensions sociales importantes. Les dettes impayables étaient punies avec une extrême sévérité. Les scandales familiaux entraînaient un ostracisme permanent. La persécution religieuse était une réalité documentée. Troisièmement, l'état de sommeil aurait pu être entièrement fabriqué. Des témoins ont décrit un sommeil profond et paisible. Mais distinguer un sommeil véritable d'une performance convaincante aurait été extraordinairement difficile pour des observateurs du XIXe siècle sans instruments médicaux sophistiqués. La théorie proposait un scénario ingénieux. La famille se cache dans des cavernes pendant 20 ans, survivant grâce à des provisions secrètes ou à une aide clandestine. Quand ils décident de revenir, ils mettent en scène une découverte dramatique juste avant l'arrivée des procureurs. L'attrait était immense. Cela éliminait toute impossibilité biologique d'un coup. Pas besoin d'hibernation impossible, ni de métabolisme suspendu, ni de mécanisme mystérieux. Juste une tromperie humaine, un théâtre exécuté avec une précision exceptionnelle. Mais alors les problèmes commençaient, et ils étaient dévastateurs. Premièrement, la motivation post-découverte. Pourquoi mettre en scène une révélation spectaculaire après 20 ans? Si l'objectif était d'échapper aux dettes ou à la persécution, pourquoi ne pas recommencer ailleurs avec de nouvelles identités? Pourquoi revenir au même endroit et attirer un maximum d'attention? La mise en scène dramatique contredisait complètement la logique de la cachette originale. Deuxièmement,
L'absence totale de preuves d'habitation prolongée. Les enquêteurs ont fouillé la zone après 1835. Aucune trace de provision n'a été trouvée. Aucune preuve de feu de camp, d'abri, de stockage d'eau ou d'infrastructures nécessaires pour subvenir aux besoins de 5 personnes pendant 2 décennies. Les cavernes ont été explorées méticuleusement, vides, à l'exception des formations naturelles. 20 ans de vie humaine laissent des marques indubitables. Des résidus organiques, des outils, l'usure sur les surfaces rocheuses, des fragments de tissu, des cendres, quelque chose. Mais les rapports étaient unanimes, rien d'autre que les corps eux-mêmes. Troisièmement, la condition physique contredisait 20 ans de vie normale. Des ongles excessivement longs, non coupés, non usés, simplement poussés continuellement. Les cheveux montraient des schémas incompatibles avec des soins réguliers. Les masses musculaires présentaient une atrophie conforme à une immobilité prolongée et non à l'activité physique nécessaire à la survie en milieu sauvage. Les médecins ont observé un autre détail troublant. L'absence de cicatrices, de callosités ou de marques typiques d'une vie hostile. 20 ans passés dans des cavernes auraient dû produire des mains calleuses, des pieds marqués, des cicatrices accumulées. Rien de tout cela n'était présent. Quatrièmement, les témoins n'étaient pas faciles à tromper. Ils incluaient un médecin qualifié, un magistrat régional, des procureurs expérimentés. Leur description était cohérente. Pas une performance, mais une inconscience véritable. Les tentatives de réveil n'ont produit aucune réaction, pas même les réflexes involontaires que des acteurs auraient du mal à supprimer. Les historiens ont souligné l'impossibilité logistique de maintenir 5 personnes cachées pendant 2 décennies sans traces documentaires. Les communautés rurales du XIXe siècle étaient soudées et vigilantes. Les étrangers étaient immédiatement remarqués. Les provisions suscitèrent des questions. Les absences provoquèrent des enquêtes. L'idée qu'une famille ait existé comme des fantômes pendant 20 ans contredisait les structures sociales connues. Les psychologues ont remis en question la faisabilité émotionnelle. Maintenir 5 personnes, y compris des enfants en croissance, en isolement total pendant 2 décennies, sans interaction sociale, sans éducation, sans avantages clairs, aurait exigé un contrôle psychologique impossible. Et pourtant, mettre en scène une découverte si convaincante qu'elle tromperait des observateurs entraînés? Astronomique. La théorie du sanctuaire secret s'effondrait sous l'analyse. Elle n'expliquait pas la condition physique. Elle ne justifiait pas l'absence de preuves. Elle n'offrait pas de motivation logique. Elle créait plus d'impossibilités qu'elle n'en résolvait. Mais si une mise en scène délibérée ne fonctionnait pas, il restait une alternative encore plus troublante. Et si la découverte ne s'était jamais produite telle que rapportée? Et si les témoins étaient sincèrement dans l'erreur, non par la faute de la famille, mais par des défaillances de leur propre perception? La théorie de la documentation corrompue proposait quelque chose de radical. L'événement de 1835 ne s'était pas déroulé comme les registres le suggéraient. Les témoins n'avaient pas menti, mais les souvenirs avaient été déformés, les récits exagérés, les observations compromises par des attentes psychologiques. Le fondement était simple. Les modes de documentation de 1835 étaient notoirement inconsistants. Il n'existait pas de protocole standardisé. Les rapports mélangeaient observation et spéculation, faits et interprétation. Un médecin décrivant un sommeil profond pouvait enregistrer un diagnostic ou simplement une interprétation face à des symptômes déconcertants. Des cas bien documentés d'hystérie collective étaient connus à cette époque. Des communautés entières rapportèrent des phénomènes impossibles avec une conviction absolue. Des observations qui ne correspondaient pas à la réalité. Des symptômes qui se propageaient par contagion psychologique. Des narrations qui se cristallisaient en vérité par la répétition sociale. Le cas pourrait-il être similaire? Peut-être la famille a-t-elle été trouvée dans un état inhabituel mais explicable. Un coma dû à une intoxication, une brève catalepsie ou un décès récent mal interprété. Les témoins, prédisposés aux explications dramatiques, construisent un récit de 20 ans de sommeil. L'histoire se répand, s'enrichit de détails, se cristallise dans un registre officiel avant toute vérification rigoureuse. La théorie avait un attrait séduisant par sa simplicité. Elle éliminait le besoin d'une explication biologique impossible. Elle écartait l'idée de sanctuaires secrets élaborés. Elle réduisait le mystère à un problème épistémologique. Comment savons-nous ce que nous savons dans des conditions méthodologiques primitives? Mais les problèmes ressurgissaient, également dévastateurs.
Premièrement, de multiples sources indépendantes. La découverte n'a pas été rapportée par un témoin isolé. De multiples observateurs, médecins, magistrats, procureurs, habitants, ont produit des récits séparés qui concordaient sur les éléments centraux. Famille en inconscience profonde, apparence incompatible avec un décès récent, localisation spécifique. L'hystérie de masse fonctionne lorsque les récits convergent par contagion sociale. Mais les rapports de 1835 ont été produits indépendamment, par des individus d'horizons différents, à des moments distincts. La convergence suggérait une observation réelle, non une fantaisie collective. Deuxièmement, des preuves physiques ont persisté au-delà des récits. Des corps examinés, des mesures prises, des registres officiels, non du folklore, mais des documents administratifs formels, archivés dans des institutions gouvernementales. Ces registres existent toujours, accessibles pour une analyse moderne. Les rejeter comme une hallucination exige d'expliquer non seulement la convergence narrative, mais aussi une réalité matérielle sous-jacente. Si la famille n'hibernait pas, où était-elle? Si elle a été trouvée dans une condition différente, quelle était-elle? Et pourquoi tous l'ont-ils décrite de manière similaire? Troisièmement, le destin ultérieur de la famille. Les registres indiquent que certains membres ont survécu, se sont réveillés, ont interagi avec les autorités, ont fourni leur propre récit. Si le récit était une fiction de témoins externes, comment expliquer ce que la famille elle-même a décrit? Des fragments suggèrent que les membres ont confirmé des aspects impossibles. Ils ont décrit un temps perdu, une incapacité à expliquer 20 ans, une confusion authentique. Ce n'est pas une interprétation erronée externe. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé aux personnes concernées. Les folkloristes reconnaissent que des éléments ont probablement été embellis au fil des générations. Des détails périphériques exagérés, des aspects dramatiques amplifiés par des récits successifs. Mais même les plus sceptiques d'entre eux rejettent une fabrication totale. Comme l'a observé un chercheur spécialisé dans les récits du XIXe siècle. Le folklore se développe autour de noyaux factuels solides. Il embellit, dramatise, parfois déforme, mais il ne crée pas des événements entiers à partir de rien. Surtout pas des événements avec de multiples couches de documentation officielle contemporaine et de témoignages indépendants. La distinction est cruciale. Croire que certains détails ont été exagérés est une chose, parfaitement raisonnable, étant donné l'évolution des histoires au fil du temps. Mais rejeter la découverte entière comme une fiction collective est une autre chose complètement différente, et exige des preuves beaucoup plus solides que de simplement pointer des incohérences documentaires typiques de l'époque. La théorie de la documentation corrompue, comme le sanctuaire secret, offrait une échappatoire tentante à l'impossible. Mais elle s'effondrait sous l'examen. Elle n'expliquait pas la convergence indépendante. Elle ne dispensait pas de preuves physiques. Elle ne résolvait pas ce qui s'était réellement passé. Nous avions maintenant 5 théories complètes examinées en profondeur. 3 biologiques, 2 situationnelles. Chacune avait une plausibilité initiale qui faisait croire aux enquêteurs de l'époque qu'ils auraient enfin des réponses. Chacune offrait une structure explicative qui semblait résoudre au moins certains aspects critiques du mystère. Et chacune, lorsqu'elle était testée contre la totalité des preuves disponibles, échouait spectaculairement d'une manière qui ne pouvait être ignorée ou expliquée. Les théories biologiques se heurtaient à l'impossibilité physiologique. Les humains ne suspendent pas leur métabolisme pendant 2 décennies. Les théories situationnelles se heurtaient aux preuves. Logistique impossible, motivation inexplicable, trop de corroboration pour être écarté. L'extraordinaire n'était pas l'absence d'explication, c'était l'inverse. Nous avions trop d'explications, toutes inadéquates. Chaque théorie résolvait quelques pièces, tout en rendant d'autres incompréhensibles. Mais peut-être le problème ne résidait-il pas dans les théories. Peut-être résidait-il dans la preuve sur laquelle elles tentaient toutes de s'appuyer. Car lorsque nous examinons les documents, les témoignages, les mesures médicales et les registres officiels avec une attention critique, quelque chose d'encore plus troublant émerge. La preuve elle-même contient des contradictions qui rendent toute explication fondamentalement impossible. Il ne s'agit pas seulement de détails conflictuels. Ce sont des paradoxes logiques directs, où des affirmations documentées se contredisent mutuellement de manière irréconciliable. Et ce sont précisément ces contradictions évidentes qui rendent l'affaire non seulement non résolue, mais potentiellement impossible à résoudre. Car si même les preuves ne racontent pas une histoire cohérente, comment une théorie basée sur elle pourrait-elle offrir une réponse satisfaisante? 5 théories, biologiques et situationnelles, toutes inadéquates. Et maintenant nous arrivons au cœur de l'énigme, la preuve elle-même.
Les documents qui devraient éclaircir le cas de la famille hibernante de 1835 font exactement le contraire. Ils approfondissent le paradoxe. Car lorsque vous examinez les dossiers médicaux, les témoignages, les conditions environnementales, chaque détail contredit un autre, formant un casse-tête impossible où chaque pièce s'emboîte parfaitement et en même temps ne s'emboîte pas du tout. Commençons par le nœud de la question. L'état physique des membres de la famille lorsqu'ils ont été retrouvés. Les témoins oculaires ont décrit une scène tranquille, presque sereine. La famille semblait dormir. Des visages paisibles, des corps préservés, aucun signe visible de décomposition ou de traumatisme. Comme s'ils s'étaient simplement endormis la nuit précédente. Mais ensuite les médecins ont examiné les corps. Et leurs découvertes racontent une histoire complètement différente. L'examen physique de 1835 a enregistré des signes de dénutrition sévère. Une perte de masse musculaire significative. Une déshydratation extrême. Des marqueurs biologiques qui suggéraient des mois, voire des années, de privation calorique. Attendez. Comment est-ce possible? Si la famille était en état d'hibernation, le métabolisme aurait ralenti drastiquement. Il n'y aurait pas de signe de dénutrition sévère. La véritable hibernation préserve le tissu musculaire grâce à la conservation métabolique. Mais s'ils n'étaient pas en hibernation, s'ils sont simplement morts de faim, comment les corps ne se sont-ils pas décomposés pendant 20 ans? La préservation elle-même est biologiquement impossible dans les conditions où ils ont été retrouvés. Aucune momification naturelle. Aucun environnement de permafrost. Juste. Des corps qui semblaient s'être endormis récemment, mais avec des marqueurs internes de privation prolongée. Et cela empire. L'évaluation de l'âge crée un autre paradoxe. 20 ans s'étaient écoulés depuis la disparition. La famille aurait dû vieillir de 2 décennies. Des cheveux gris, une peau ridée, une usure physique visible. Mais les témoins ont décrit des apparences qui contredisaient ce vieillissement attendu. Certains rapports mentionnent que les membres de la famille semblaient remarquablement préservés, ou même jeunes pour leur âge attendu. Cependant, l'état des vêtements suggérait un passage normal du temps. Tissus dégradés, coutures usées, taches et décolorations compatibles avec une exposition prolongée, et les examens dentaires. Ils montraient une détérioration compatible avec 20 ans de négligence. Caries avancées, maladie des gencives, perte de dents. Un médecin a documenté avoir trouvé 3 molaires complètement absentes de la mâchoire d'un membre de la famille, avec un tissu gingival cicatrisé indiquant une perte survenue des années auparavant. Nous avons donc des corps qui semblent jeunes, mais des vêtements et des dents qui ont vieilli normalement. Comme si différentes parties de la même personne expérimentaient le temps de manière complètement différente. Les ongles, par exemple, montraient une croissance irrégulière mais présente. Les cheveux présentaient une longueur incompatible avec 20 ans de croissance continue, mais ne suggéraient pas non plus des coupes récentes. Chaque détail confirme et nie simultanément la théorie de l'hibernation. Et lorsque vous examinez l'environnement où ils ont été découverts, les impossibilités se multiplient. La famille a été retrouvée dans une grotte isolée dans les montagnes. Un endroit reculé, pratiquement inaccessible pendant les mois d'hiver. Aucune source d'eau à proximité, aucune preuve de stockage de nourriture. La température à l'intérieur de la grotte variait considérablement avec les saisons. Des étés chauds, des hivers glacials, complètement inadéquats pour tout type de préservation corporelle à long terme. Alors, comment les corps ne se sont-ils pas décomposés? Ah, mais peut-être que quelqu'un les a protégés. Peut-être que quelqu'un s'est occupé d'eux pendant ces 20 ans. Sauf qu'il n'y avait aucune preuve de cela. Aucun signe d'intervention humaine. Aucune trace d'un soignant. Aucun résidu de préservation artificielle. Aucun indicateur que quelqu'un avait visité l'endroit régulièrement. La grotte montrait des signes d'occupation ancienne, oui. Mais aucune activité récente autre que la présence de la famille elle-même. S'ils étaient protégés, par qui? Et s'ils étaient exposés aux éléments, comment ont-ils survécu? La localisation explique et contredit à la fois la survie. Et puis nous avons les contradictions documentaires. Les registres écrits qui devraient apporter de la clarté, mais ne font qu'ajouter d'autres couches d'impossibilité. Le rapport officiel du médecin qui a examiné la famille affirme que les corps étaient en état d'animation suspendue, avec des signes vitaux presque imperceptibles, mais présents. Mais le témoignage oculaire de l'un des découvreurs décrit les corps comme « froids au toucher », sans pouls détectable, apparemment sans vie. Des sources secondaires de l'époque ajoutent des détails encore plus contradictoires. Un journal local
a rapporté que la famille s'est réveillée momentanément en étant dérangée, avant de retourner à l'état inconscient. Un autre récit affirme qu'ils sont restés complètement insensibles pendant tout le processus de découverte et de transport. Alors, étaient-ils vivants ou morts? Réactifs ou catatoniques? En animation suspendue ou en mort clinique? Les documents ne concordent pas. Et nous ne parlons pas de petites divergences. Nous parlons de contradictions fondamentales concernant l'état basique de l'existence. Et c'est là que cela devient vraiment fascinant. Les experts eux-mêmes ne parviennent pas à concilier les preuves. Les médecins de 1835 étaient violemment en désaccord sur l'interprétation des découvertes. Certains insistaient sur le fait que l'affaire représentait un phénomène médical inconnu qui méritait une étude scientifique rigoureuse. D'autres rejetaient toute la situation comme une fraude élaborée ou une identification erronée de victimes d'hypothermie. Un médecin a documenté avoir détecté un battement cardiaque faible chez l'un des membres de la famille. Un autre médecin, examinant la même personne le même jour, a enregistré une absence complète de signes vitaux. Et quand vous faites appel à des biologistes modernes pour analyser les dossiers historiques, la discorde persiste. Certains experts contemporains soutiennent que les rapports médicaux de 1835 décrivent des symptômes compatibles avec une hypothermie sévère ou un état cataleptique prolongé. Des cas rares, oui. Impossibles sur une période de 20 ans, absolument. Mais peut-être mal interprétés en termes de durée. Ils citent des exemples modernes de survivants d'hypothermie extrême qui semblaient cliniquement morts, mais ont été ressuscités. Peut-être, affirme-t-il, les médecins de 1835 ont-ils simplement extrapolé incorrectement la durée de l'état observé. D'autres biologistes soulignent qu'aucun mécanisme physiologique connu chez les mammifères ne pourrait produire les effets décrits. La combinaison de la préservation corporelle, de l'absence de décomposition et d'une supposée réactivité occasionnelle viole de multiples principes fondamentaux de la biologie. Un professeur de physiologie universitaire a analysé les dossiers en 2003 et a conclu catégoriquement: soit les documents sont incorrects, soit notre compréhension de la biologie humaine est fondamentalement incomplète. Et les historiens? Ils sont en désaccord sur la fiabilité même de la documentation. Certains soutiennent que les multiples récits indépendants, combinés aux registres officiels, établissent la crédibilité de base de l'événement. Quelque chose s'est passé en 1835. La famille a été retrouvée. Les circonstances étaient extraordinaires. D'autres historiens soulignent que les normes de documentation du XIXe siècle étaient notoirement incohérentes. Les rapports médicaux mélangeaient fréquemment l'observation factuelle avec l'interprétation spéculative. Les témoignages étaient filtrés par des préjugés culturels et des limitations technologiques. Ainsi, même les experts, séparés par 2 siècles et armés de connaissances scientifiques largement supérieures, ne parviennent pas à un consensus. Et savez-vous ce qui est absolument stupéfiant? Plus vous examinez de preuves, plus le cas devient impossible. Chaque document supplémentaire n'éclaircit pas. Il complique. Chaque témoignage ne simplifie pas. Il contredit. Chaque analyse spécialisée ne résout pas. Elle diverge. C'est comme si la preuve elle-même était structurée pour résister à une interprétation cohérente. Comme si le mystère n'était pas un puzzle à résoudre, mais un phénomène fondamentalement conçu pour rester inexplicable. Pensez-y. Nous avons des corps qui semblent préservés, mais montrent des signes de malnutrition. Nous avons des vêtements qui ont vieilli, mais des visages qui n'ont pas vieilli. Nous avons un emplacement qui ne permet pas la préservation, mais aucune preuve d'intervention extérieure. Nous avons des documents officiels qui contredisent des témoins oculaires qui se contredisent mutuellement. Et nous avons des experts du XIXe siècle qui ne sont pas d'accord entre eux, et des experts du XXIe siècle qui font exactement la même chose. Chaque élément de preuve soutient et réfute simultanément l'hibernation. Chaque détail confirme et nie à la fois la possibilité. Chaque registre valide et invalide à la fois l'événement. C'est un paradoxe parfait. Et voici ce qui rend ce cas différent des autres mystères historiques non résolus. Ce n'est pas qu'il nous manque des informations, c'est que les informations que nous avons sont contradictoires en interne. Nous ne cherchons pas des preuves manquantes, nous essayons de concilier des preuves présentes qui refusent de former un récit cohérent. La famille hibernante de 1835 n'est pas un puzzle avec des pièces manquantes. C'est un puzzle où chaque pièce appartient à un ensemble différent, mais toutes ont été placées dans la même boîte. Vous pouvez assembler partiellement 5 puzzles différents avec les pièces disponibles. Mais vous ne pouvez jamais en compléter aucun. Parce que les pièces dont vous avez besoin sont utilisées dans un autre assemblage qui ne peut pas non plus être complété. Et peut-être, juste peut-être, que c'est la vraie réponse. Peut-être que certains cas ne sont pas faits pour être résolus.
Peut-être que leur résistance à l'explication n'est pas un bug, mais une caractéristique. Peut-être que le mystère lui-même est le but. Parce que lorsque vous passez suffisamment de temps à examiner des preuves contradictoires, lorsque vous entendez des experts en désaccord à travers les siècles, lorsque vous voyez chaque théorie faire naître l'espoir et s'effondrer ensuite sous le poids de ses propres incohérences, vous commencez à apprécier l'impossibilité elle-même. Vous commencez à célébrer la permanence de l'énigme. Vous cessez de chercher des réponses et commencez à admirer la profondeur de la question. Et c'est exactement là que ce cas devient vraiment extraordinaire. Non pas parce qu'il peut être expliqué, mais précisément parce qu'il ne le peut pas. Alors, qu'avons-nous réellement appris sur la famille qui a hiberné pendant 20 ans en 1835 ? Nous avons passé 60 minutes à examiner cette impossibilité sous tous les angles possibles. Nous avons reconstruit la chronologie, enquêté sur 5 théories distinctes, analysé des preuves contradictoires et écouté des experts qui s'opposent fondamentalement les uns aux autres. Et pourtant, la question centrale reste exactement la même qu'au début. Comment une famille entière a-t-elle pu survivre 20 ans en état d'hibernation alors que la biologie humaine rend cela complètement impossible ? La vérité plus profonde que nous avons découverte n'est pas une réponse. C'est une constatation plus précieuse. Cette affaire résiste à toutes les tentatives d'explication rationnelle pour une raison fondamentale. Non pas parce qu'il manque des données. Non pas parce que les enquêteurs étaient incompétents. Mais parce que la nature de l'événement lui-même défie les catégories que nous utilisons pour comprendre la réalité. Voyons ce que nous avons réellement appris au cours de ce voyage d'investigation. Premièrement, nous avons appris que les théories biologiques possèdent toutes un mérite considérable et des défauts fatals simultanés. La théorie de l'hibernation humaine a un sens superficiel. Après tout, les mammifères hibernent. Mais lorsque nous examinons les détails, la biologie humaine ne possède tout simplement pas les mécanismes nécessaires. Notre métabolisme ne peut pas ralentir suffisamment. Nos cellules ne peuvent pas survivre sans oxygène continu. 20 ans sans nourriture, eau ou mouvement dépassent largement tout processus biologique connu. La théorie de la catalepsie offre un cadre médical établi. Des cas documentés de transe prolongée existent réellement, mais la période maximale enregistrée se mesure en semaines, pas en décennies. Et l'idée d'une famille entière entrant simultanément en catalepsie de 20 ans n'a aucun précédent dans aucun registre médical de l'histoire humaine. L'hypothèse d'un phénomène métabolique inconnu semble résoudre le problème en admettant notre ignorance. Peut-être que la science de 1835 ne connaissait tout simplement pas ce processus. Mais c'est une spéculation sans preuve, un aveu déguisé que nous n'avons pas d'explication. Deuxièmement, nous avons appris que les théories alternatives non biologiques sont tout aussi problématiques. La théorie du sanctuaire caché et de la découverte mise en scène est ingénieuse. Une famille disparaît délibérément, vit cachée pour ses propres raisons et met ensuite en scène la découverte. Mais cette explication soulève des questions encore plus difficiles que l'hibernation originale. Pourquoi ? Quel serait le motif pour vivre caché pendant 20 ans et ensuite organiser un réveil ? Comment ont-ils subsisté sans laisser de traces ? Et de multiples témoins ont décrit un état d'inconscience authentique, pas du théâtre. La théorie de l'erreur documentaire ou de l'hallucination collective tente d'écarter l'événement entier comme mal documenté ou comme un folklore corrompu. Mais les registres officiels persistent. De multiples témoins indépendants corroborent les détails centraux. Des preuves physiques existaient au-delà du récit. Ce n'est pas une histoire qui a grandi à force d'être racontée. C'est un événement documenté par des autorités crédibles de l'époque. Troisièmement, et peut-être le plus important, nous avons appris que la preuve elle-même contient des contradictions inconciliables. Les examens physiques de 1835 ont décrit des corps préservés en état de sommeil, mais ont également noté des détails qui contredisent une préservation parfaite. La famille aurait dû vieillir de 20 ans, mais les apparences physiques ne correspondaient pas complètement à ce vieillissement. En même temps, d'autres marqueurs biologiques suggéraient un passage normal du temps. L'emplacement de la découverte explique et contredit à la fois la survie. Si l'environnement a fourni une protection, qui les a protégés ? Il n'y a aucun signe d'intervention humaine. S'ils ont été exposés aux éléments, comment n'y a-t-il pas eu de décomposition ? La température, le climat, l'absence de sources d'eau ou de nourriture, tout rend la survie impossible. Et pourtant, ils étaient là. Les documents historiques présentent des versions légèrement différentes des mêmes événements. Le rapport officiel dit une chose. Des témoins oculaires décrivent des détails contradictoires. Des sources secondaires ajoutent des couches de complexité.
Ce ne sont pas des contradictions massives qui invalident tout, mais des inconsistances suffisantes pour empêcher un récit cohérent unique. Quatrièmement, nous avons appris que le désaccord entre experts n'est pas un échec d'analyse. C'est la reconnaissance honnête que ce cas ne s'inscrit pas dans les cadres établis. Les médecins de 1835 étaient en désaccord sur les interprétations médicales. Les biologistes modernes sont en désaccord sur la plausibilité. Les historiens sont en désaccord sur la fiabilité documentaire. Chaque expert apporte une expertise légitime et arrive à des conclusions différentes parce que les preuves soutiennent de multiples interprétations simultanément. Ce n'est pas un échec intellectuel. C'est la nature d'un vrai mystère. Alors, pourquoi ce cas spécifique persiste-t-il à travers près de 200 ans d'enquête? L'impossibilité biologique est centrale. Les humains n'hibernent pas. C'est un fait fondamental de la biologie des mammifères. Notre métabolisme, notre température corporelle, notre besoin continu d'oxygène et de nutriments, tout cela rend l'hibernation à long terme impossible. Et pourtant, la documentation historique persiste. De multiples sources crédibles du XIXe siècle ont enregistré cet événement. Il ne disparaît pas simplement parce qu'il est impossible. Le paradoxe temporel est inéluctable. 20 ans. 2 décennies sans nourriture, sans eau, sans vieillissement visible, sans décomposition. Ce n'est pas une période ambiguë. Ce ne sont pas quelques semaines qui pourraient être expliquées par des conditions exceptionnelles. 20 ans dépassent tout mécanisme de survie connu par la science médicale, historique ou actuelle. Le problème de vérification crée un dilemme fascinant. Nous avons des sources crédibles rapportant des affirmations impossibles. Normalement, quand des sources crédibles documentent quelque chose, nous l'acceptons comme un fait. Et quand quelque chose est biologiquement impossible, nous le rejetons comme une erreur ou une fraude. Mais ce cas offre les deux simultanément. Crédibilité documentaire, ET, impossibilité biologique. Quel critère prévaut? La pertinence moderne maintient l'affaire vivante. Encore aujourd'hui, cet événement est discuté dans les cercles universitaires, médicaux et historiques. Non comme une curiosité résolue, mais comme une énigme persistante. Chaque génération de chercheurs examine les preuves avec de nouveaux outils, de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives. Et chaque génération arrive à la même conclusion frustrante. Il n'y a pas d'explication satisfaisante. Mais il y a une valeur profonde dans les mystères non résolus. Premièrement, il y a l'humilité intellectuelle. Admettre que nous ne savons pas quelque chose, que notre savoir a des limites, est essentiel pour une pensée honnête. Nous vivons à une époque qui valorise les réponses définitives, les solutions rapides, la connaissance instantanée. Mais certains phénomènes résistent à une catégorisation facile. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est de la précision intellectuelle. Le cas de la famille en hibernation de 1835 nous rappelle que la réalité ne rentre pas toujours dans nos structures explicatives. La biologie, la médecine, l'histoire, la physique, toutes ces disciplines sont des outils extraordinaires pour comprendre le monde. Mais ce sont des outils créés par les humains, basés sur des observations humaines, limitées par la perception humaine. Quand nous rencontrons quelque chose que nos outils ne peuvent expliquer, la bonne réponse n'est pas de forcer une explication inadéquate, c'est d'admettre le mystère. Deuxièmement, il y a la recherche continue. Les mystères non résolus inspirent des générations de chercheurs. Ce cas a été examiné par des médecins, des biologistes, des historiens, des anthropologues, des folkloristes et bien d'autres depuis 1835. Chaque investigation ajoute des couches de compréhension, même lorsqu'elle n'apporte pas de solution définitive. Nous ne savons peut-être pas comment une famille a hiberné pendant 20 ans. Mais nous en savons beaucoup plus sur le contexte historique aujourd'hui qu'en 1835. Nous en savons plus sur les limites de la biologie humaine. Nous en savons plus sur les modèles de documentation historique, sur les cas comparables, sur les frontières du possible. L'enquête a une valeur indépendante de la résolution. Troisièmement, il y a la signification culturelle. Les histoires qui résistent à l'explication occupent une place unique dans la conscience humaine. Ce ne sont pas simplement des récits factuels d'événements historiques. Ce sont des phénomènes qui défient notre compréhension de ce qui est réel, de ce qui est possible, de ce que signifie connaître quelque chose. La famille qui a hiberné pendant 20 ans persiste dans la mémoire collective, non pas malgré être inexplicable, mais précisément parce qu'elle est inexplicable. L'affaire est devenue plus grande que les individus impliqués. C'est devenu une question sur les limites du savoir humain, sur la nature des preuves, sur la manière dont nous réconcilions l'impossibilité documentée. Enfin,
Il y a une satisfaction intellectuelle à s'engager sans résolution. C'est peut-être l'idée la plus contre-intuitive. Nous avons été conditionnés à attendre que les enquêtes se terminent par des réponses, que les mystères soient résolus, que les problèmes aient des solutions. Mais certains cas sont différents. La famille qui a hiberné pendant 20 ans n'est pas un casse-tête à résoudre. C'est un phénomène à vivre. La satisfaction ne vient pas de la découverte de la réponse, mais de la capacité à soutenir plusieurs possibilités simultanément. D'examiner honnêtement des preuves contradictoires, de reconnaître que des théories compétentes et intelligentes aboutissent à des conclusions différentes. Il y a une beauté intellectuelle à dire. Je ne sais pas, et peut-être ne saurons-nous jamais. Ce n'est pas une défaite, c'est de la sophistication. C'est reconnaître que la réalité est plus complexe que nos catégories, que l'histoire préserve des événements que nous ne comprenons pas entièrement, que le mystère en soi a de la valeur. Alors, avons-nous tenu la promesse que nous avons faite au début de cette vidéo? Nous avons promis une plongée profonde dans un cas impossible. Nous l'avons tenu. Nous avons examiné chaque aspect de cette histoire sous des angles biologiques, médicaux, historiques et alternatifs. Nous n'avons laissé aucune théorie inexplorée. Nous avons promis d'examiner minutieusement des théories crédibles. Nous l'avons tenu. 5 théories distinctes, chacune avec des preuves à l'appui et des problèmes critiques. Nous avons présenté les arguments de manière équitable, sans écarter légèrement aucune possibilité. Nous avons promis de montrer les contradictions des preuves qui approfondissent le mystère. Nous l'avons tenu. Nous avons démontré comment chaque catégorie de preuves, physique, environnementale, documentaire, contient des incohérences internes qui empêchent un récit cohérent unique. Nous avons promis de montrer le désaccord des experts. Nous l'avons tenu. Médecins, biologistes, historiens de 1835 à aujourd'hui sont fondamentalement en désaccord sur l'interprétation. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que l'affaire résiste au consensus. Ce que nous n'avons pas promis, intentionnellement, c'est une réponse définitive. Car pour ce type de mystère, une réponse définitive serait malhonnête. Ce serait forcer une explication là où les preuves ne soutiennent pas la certitude. Et cette chaîne existe précisément pour honorer les mystères qui demeurent mystérieux. Alors, quelle est votre théorie? Après avoir examiné toutes les preuves, toutes les théories, toutes les contradictions, quelle explication vous semble la plus proche de la vérité? L'hibernation biologique impossible, catalepsie collective extrême, phénomène métabolique inconnu, sanctuaire caché et découverte mise en scène, erreur documentaire ou folklore corrompu. Ou avez-vous une 6e théorie que nous n'avons pas envisagée? Une perspective unique qui réconcilie les impossibilités d'une manière que nous n'avons pas explorée? Partagez dans les commentaires. C'est exactement le type de discussion qui maintient les mystères historiques en vie. Votre engagement intellectuel honnête, votre volonté de soutenir des questions difficiles sans forcer de réponses faciles, c'est ce qui rend précieuse l'exploration des énigmes permanentes. Si vous êtes fasciné par des mystères qui demeurent mystérieux, qui résistent aux explications commodes, qui défient nos suppositions sur ce qui est possible, cette chaîne est faite pour vous. Nous explorons des cas qui défient toute explication. Nous n'offrons pas de fausses résolutions. Nous offrons un engagement intellectuel profond avec le véritablement inexplicable. Abonnez-vous pour continuer à enquêter sur l'impossible, car il y a plus de cas comme celui-ci, beaucoup plus. Des événements historiques documentés qui violent les lois de la physique, de la biologie, de la probabilité. Des phénomènes attestés par des sources crédibles qui n'ont aucun sens dans aucun cadre explicatif connu. Prochaine vidéo. Un autre mystère historique où de multiples témoins fiables ont documenté quelque chose que la science dit être complètement impossible. Un cas où la preuve est encore plus forte, les contradictions encore plus profondes et l'absence d'explication encore plus frustrante. La famille qui a hiberné pendant 20 ans en 1835 reste l'un des cas les plus impossibles de l'histoire. Documenté par des sources crédibles, enquêté par des experts compétents, examiné par des générations de chercheurs, et toujours complètement inexplicable. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'il continue à nous fasciner.